والوطنية والتحية قدس استقلالي وتحيا الجزائر مثل الهلال وأحيا فيها الوطنية أرض الجدود سلاما مهد معالينا سنرعى الخلود سلامك سار لنا دينا سلام لك مثل إنسان واكل بالدينا مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة للكلمة المؤرخين. Bienvenue pour ce nouvel épisode, Parole aux historiens. Nous avions, lors du précédent épisode autour du 8 mai 45, parlé d'un témoignage extrêmement précieux que j'avais eu lors d'une rencontre avec M. Reda Amrani, qui a été un témoin d'événements importants autour du 8 mai 45 et puis, d'une manière générale, de l'histoire du mouvement national en Algérie. Alors, aujourd'hui, on va recueillir ce témoignage exceptionnel de M. Reda Amrani. Nous rappelons que Reda Amrani est ingénieur de formation, mais il a recueilli le témoin. Il a grandi dans une maison à la Casbah de très grands nationalistes, puisqu'il a côtoyé son oncle Saïd Amrani, qui était un des dirigeants du PPA à la Casbah, et son père, Abdelkader Amrani, qui a été très actif à la Casbah avant et pendant la Révolution. Il nous en parlera dans le détail. Donc, marhaba bik, monsieur Amrani, bonjour. Très très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur Parole aux historiens. Alors, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous m'aviez parlé de comment s'est organisé le 8 mai 45. Vous aviez été témoin, en tout cas on vous a rapporté des témoignages très particuliers de comment s'organisait le 8 mai 45. Alors peut-être qu'on va peut-être pas démarrer sur le 8 mai 45. Avant d'arriver au 8 mai 45, vous êtes issus d'une famille de révolutionnaires qui ont été très actifs dans le PPA. Et vous avez aussi le témoignage de cette période de construction du PPA jusqu'à arriver au 8 mai 45. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on peut rester des heures, mais vous choisissez justement les moments les plus intéressants pour vous sur la construction du PPA, notamment à la Casbah. Si vous voulez, je peux essayer, je vais essayer de ne pas être trop long, mais il faut que je démarre en 37. Le PPA s'installe à Alger. Il s'installe, je crois, à la rue des Trois Couleurs, au quartier de la Marine. Donc, il y a un premier meeting qui a lieu et une cellule est constituée. La première cellule est constituée à la Casbah d'Alger. Elle est dirigée par Mohamed Sfarsi. Elle contient des Mohamed Taleb, Rachid Ouamara, Mahmoud Abdoun, Saïd Bouzouran, mon père, Bouchali, enfin plein de gens, Ali Ahmar, Ali Zaïd, Rizqi Meddad. Donc voilà, cette première cellule se réunit. Le premier thème qu'ils examinent, c'est pourquoi on a été colonisé en 1830. Et donc, mon père s'est fait renvoyer 3 fois par la Bibliothèque nationale qui se trouvait en bas de la Casbah, alors, dans l'ancien palais de Ali Khoja. Et parce qu'il avait fouillé tous les documents. Et donc, ils ont conclu finalement
Bon, ils sont passés par la bataille de Navarra, ils ont retrouvé comme quoi les Turcs avaient signé un accord secret avec la France, l'Angleterre et l'Allemagne après la défaite de Navarra, où on a laissé 70 nouveaux bateaux de guerre. Hein. La flotte algérienne a été détruite là-bas. Et donc, les Turcs avaient En signé 1827, rappelons-le. alors, les Turcs avaient signé un papier secret, non diffusable, comme quoi en cas d'attaque de l'Angleterre, de la Russie ou de la France contre la République d'Alger, c'est écrit ainsi, l'Empire ottoman ne fera pas valoir, si vous voulez, son accord, son traité d'alliance militaire avec Alger. Et donc, 3 mois ou 4 mois après, il y a eu le blocus, parce que les Français ont fait le blocus, sachant qu'il n'y allait pas avoir de réaction ou d'aide de la Turquie, que la flotte algérienne venait d'être détruite. Donc, ils en arrivent à conclure, je vous le dis, c'est en mai 1937, ils jurent qu'il n'y aura jamais plus, il n'y aura pas une seconde fête du centenaire, parce qu'ils venaient de vivre dans l'humiliation, les fêtes du centenaire de l'occupation de l'Algérie. Donc, dans cette cellule du PPA, pour eux, le deuxième centenaire, on sera indépendant. C'est le serment qu'ils ont fait. Le deuxième thème qu'ils ont discuté après ça, c'était pourquoi à chaque fois qu'on fait des insurrections, on est battu. Les Algériens, quelle que soit l'insurrection, ils étaient battus. Et il y a un militant du Parti communiste qui habitait la Casbah et qui est venu à cette. Il leur a demandé est-ce que je peux assister à votre réunion. Nous, on parle que de bataille, que de lutte des classes, que de prolétariat. Là, je suis intéressé par votre thème. Il ramène une carte dans l'almanach des PTT, la carte d'Algérie, où il avait noté toutes les insurrections, lieu par lieu, et la date par date. Il leur a dit, regardez, c'est tout le pays qui est en insurrection. Imaginez que ce soit fait à la même date. Jamais l'armée coloniale ne pourra nous battre. Voilà pourquoi ils nous ont battus. Donc, si on doit lancer l'insurrection, c'est à travers tout le pays en coordonnant tout ça. Donc, ils en ont conclu et même Mohamed Taleb, qui était à la direction du parti, il en a fait part et ça a été l'une des bases de la stratégie de libération. Puis, ils ont bien étudié aussi l'insurrection irlandaise. Comment les Irlandais ont pu, à travers leur insurrection, battre la plus grande puissance coloniale du monde, la Grande-Bretagne. Ils ont eu leur indépendance. Et donc, ils se sont dit, l'indépendance est possible malgré la puissance française. Et un film passe en janvier 1939 à Alger, un film qui a été réalisé en 1937, un film irlandais, où il voit l'insurrection irlandaise. Et dans ce film, disons que c'est l'Allemagne, pendant la guerre 14-18, qui approvisionne en armes et en munitions les insurgés irlandais, les nationalistes irlandais qui arrivent donc à être armés. Et comme par hasard, 2 mois après, un contact se fait par l'Allemagne en France avec Rajaf, je crois, et en Belgique. Et il demande d'avoir les nationalistes algériens. Et là, on est en avril ou mars 1939, si vous voulez. Rachid Ouammara, qui est un industriel, donc qui fait le va-et-vient, il leur ramène l'information. Bah, ils sautent dessus, ils vont voir Messali El-Hajj qui était à la prison d'Al-Harrach et qui avait obtenu le régime du prisonnier politique, donc il pouvait recevoir les gens, ses amis, 5 amis par jour sans problème, sans autorisation du juge. Et là, Mohamed Taleb va le voir et pour la précision, Moufdi Zakaria, qui était dans sa même cellule, était enrhumé ce jour-là. Donc, il est resté au fond de la cellule, ne pas pour. Et Mohamed Taleb a fait cette proposition à Messali. Messali a été catégorique. Il n'est pas question de s'allier aux Allemands, quelles que soient les conditions. On n'a pas besoin des Allemands pour libérer l'Algérie. Et Mohamed Taleb lui dit, moi, si les Allemands me donnent les armes et les munitions, j'ouvre le front en Algérie, je lance l'insurrection. Et ils ne s'entendent pas, ils se disputent même, ils sortent comme ça. Et Messali confirme, lui dit, il n'est pas question de s'associer avec les nazis allemands. Et malgré ça, Mohamed Taleb, avec ses 11 compagnons, il décide de démissionner.
Ils envoient leur démission le lendemain. Alors, Et juste, c'est comme ça, il y a juste une avant rupture. d'arriver à ça, Allô, il y a une rupture et après cette rupture, Mohamed Taleb crée le CARNA, le Comité d'action de la Révolution nord-africaine. Donc on absolument. est en 1939. Si vous voulez, Rachid Ouammara qui est retourné, il leur a ramené. Donc en juin, ils sont quatre. Il y a Mohamed Taleb, il y a comment il s'appelle, Omar Hamza. Ils sont quatre à partir en, en Allemagne. Ils arrivent à Marseille, ils vont jusqu'à Munich. Ils sont accueillis à Marseille par un étudiant tunisien qui est en contact avec les Allemands, Mohamed Yassine, qui les emmène à Berlin. À Berlin, il leur donne le Mein Kampf en français et il les amène à Berlin, de Munich à Berlin, et ils leur disent de ne pas parler français. Si quelqu'un leur pose la question, qu'ils disent qu'ils sont yéménites. Vous voyez, donc, en Allemagne, à Berlin, ils leur font visiter une usine militaire, une usine d'armement. Ils les emmènent en forêt, ils leur apprennent à tirer et ils leur apprennent aussi à faire des bombes. Mais les Allemands, ils ont refusé catégoriquement d'aider la révolution, l'insurrection algérienne, comme ils l'ont fait avec les Irlandais. Et donc, voyant cela, Mohamed Taleb et ses compagnons sont revenus. Les Allemands leur ont dit, dès que la guerre se déclenche, on se donne rendez-vous à Alger, au jardin d'essai, en octobre. Ils sont rentrés, en octobre, ils sont allés à ce rendez-vous, il n'y avait aucun Allemand. Donc, ils sont rentrés et ils ont lancé, comme je vous l'ai dit, le CARNA, Comité d'action de la Révolution nord-africaine, pour lancer l'insurrection à travers toute l'Afrique du Nord. Et ils ont envoyé Chadli el-Mekki à Tunis pour voir ses anciens amis de Zitouna, là où il a étudié, et qui étaient au Néo-Destour. Ben, les Tunisiens lui ont dit, nous sommes un protectorat, nous sommes un État, nous avons un bey, vous êtes des départements français, vous n'existez plus. Donc nous, après la guerre, on va se libérer du protectorat français. Donc on n'entre pas dans l'insurrection. Il revient, le pauvre gars, complètement désabusé. Et Mohamed Taleb envoie au Maroc, chez les nationalistes marocains, je vais retrouver son nom, il l'envoie, il rencontre, c'est l'ancien ministre, l'ancien DG de la BNA et l'ancien ministre des Finances. Du temps de Boumediene. Tamam. Abdelmalek Temmam, voilà, exactement. Abdelmalek Temmam voit les nationalistes marocains à Fès. Il discute avec eux et les nationalistes marocains, le parti de l'Istiqlal n'était pas encore créé quand Temmam les a rencontrés. Ils ont tenu le même langage que les Marocains, que les Tunisiens. Ils ont dit, nous, on est un protectorat. À la fin de la guerre, on est en contact avec les Américains. À la fin de la guerre, on sera indépendant. Mais il faut un geste. Ils lui disent, puisque vous voulez acheter des armes, vous voulez vous procurer des armes, ils leur donnent 500 000 francs. Voilà pour acheter des armes. Abdelmalek Temmam a ramené avec lui du Maroc 500 000 francs. Ben, ils se sont retrouvés dans cette situation et ils se sont mis un peu à s'organiser par région. Il y avait toutes les régions d'Algérie étaient représentées. Même les Zaouïas étaient représentés par Cheikh Hussein de Médéa, qui lui était chargé de... Et donc, ils ont décidé de mettre en œuvre cette stratégie parce que la stratégie de développement, de libération était basée sur 3 points. Donc, cette insurrection à travers tout le pays, en même temps, est bien coordonnée, et qu'il fallait armer, qu'il fallait donner de munitions, il fallait tenir le plus longtemps possible. Je n'ai pas vérifié ça, mais l'information que j'ai eue, ils auraient examiné le budget de guerre de l'armée de la France pour l'année 1940. Et ils auraient extrapolé. Je pense que les gars qui ont fait ce travail, ils étaient 3. Saïd Amrani, Mahmoud Abdoun et Abdelmalek Temmam. Et en extrapolant ça sous la direction de Mohamed Taleb, ils ont vu le budget, ils se sont dit, si la France envoie 100 000 hommes de troupes pour contrer notre insurrection, au bout de 13 à 14 ans,
le budget français s'écroule et ils seront obligés de négocier avec nous. Donc déjà, pour eux, en 1940, l'insurrection devait tenir 13 à 14 ans. Il fallait donc s'organiser. Ils ne l'ont jamais dit aux militants, mais pour eux, il fallait s'organiser pour tenir. Ça, je ne peux pas le confirmer, je l'ai écouté, mais on me l'a dit. Mais je n'ai pas eu de confirmation d'une deuxième voix parce que les personnes sont mortes entre-temps. Abdou, Allah yarhamou, est mort, Temmam est mort, Saïd Amarani est mort. Donc, je ne pouvais pas avoir une confirmation de l'un ou de l'autre. Et Mohamed Talib aussi. Donc, si vous voulez, le deuxième point de l'insurrection, c'était comment mobiliser, faire admettre au peuple que l'insurrection est possible et que l'indépendance peut être obtenue à travers l'insurrection. Et donc là, déjà, ils ont commencé par les jeunes, les scouts. Il y avait le scout, la première troupe de scouts de SMA à Alger à Casbah, c'était le scout El Falah, à 50 mètres de là où habitait Bourras. Donc, ils ont totalement investi par les jeunes cette section de scouts et ils ont orienté le scoutisme déjà vers les sorties pour une préparation pré-militaire dans les forêts, comment s'organiser, comment survivre, comment ceci, ce que font les scouts du monde entier, en même temps d'apprendre les chants patriotiques que leur donnait Moufdi Zakaria. Il y avait les chants patriotiques algériens et même les chants patriotiques arabes. Et donc, ils ont lancé les chants patriotiques aussi dans les scouts. Il fallait aussi s'introduire dans les clubs musulmans. Le PPA avait déjà lancé la création de l'USMA en 1937, en juillet, au café de Rizqi Meddan, qui était le café qui avait abrité la première cellule de l'étoile nord-africaine qui a implantée en Algérie en 1934. Et donc, tous les clubs étaient noyautés. Le Mouloudia, le MOC de Constantine, le CSC, l'USM Oran, l'USM Blida, tous les clubs musulmans, ils mettaient des militants à l'intérieur pour orienter les clubs et leurs dirigeants et leurs supporters vers le nationalisme. Mohamed Talib avait son grand-père qui était Muqaddam de la Zawiya de Bougara. C'est l'ex-Rovigo là, du fameux romancier français des Pieds Noirs. Les chevaux du soleil, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, grâce au réseau de son grand-père, il a pu faire la tournée des zawiyas en Algérie, s'habiller en autochtone et développer dans toutes les halqa les versets du Coran qui obligeaient le musulman à vivre et à défendre la terre musulmane et à vivre sous l'autorité musulmane et non pas sous l'autorité des non-musulmans. Et donc, il a fait sa tournée à travers tout le pays. Et il s'organisait par région. Chaque région avait un chef. En Kabylie, l'Oranie, je crois que c'était Boutelelis. À Constantine, bon, j'ai pas les noms, mais enfin, 6 régions avaient leurs responsables et ils tournaient autour de toutes les régions. Ils ont créé le comité, le groupe des jeunes, avec à sa tête Saïd Amarani, assisté de Talib Abdelrahman et le jeune frère de Mohamed Talib, et de tous les jeunes et de la Casbah et tout, et de la région d'Alger. Voilà donc comment ils sont organisés pour essayer de développer, si vous voulez, préparer. Et ils préparaient, le Karna s'est engagé, il a commencé, il a fait ça de 40 jusqu'à sa réintégration au sein du PPA en 44, je crois, début 44 ou fin 43, je n'ai pas la date exacte. Ils se sont mis à organiser des petits groupes armés à travers tout le pays, qui, eux, prenaient des armes auprès des Italiens ou des Allemands ou des Américains ou des Anglais et stockaient les armes là où ils achetaient même aux trafiquants, armes et munitions, pour préparer l'insurrection dans un secret absolu, parce que celui qui est arrêté était condamné à mort. Hein. Vous voyez les enjeux qu'il y avait. Il ne faut pas voir seulement Alger, il faut voir l'intérieur du pays où c'était un engagement non seulement très puissant, mais hyper risqué.
Donc, ils se sont développés un peu comme ça. La première manifestation qu'ils ont organisée, c'était le 30 septembre 1943 à Alger, où ils ont protesté contre l'arrestation de Farhat Abbas et de Sayah, parce qu'ils avaient présenté le manifeste aux Français, aux Anglais, aux Allemands et aux Américains qui avaient débarqué le 8 novembre 1942. Et même, si vous voulez, ça vous le trouverez dans la biographie de Robert Murphy, lorsqu'il était en train de négocier avec les pétainistes à Alger, Giraud, Join et tous les autres, la veille du débarquement, qu'est-ce qui arrive chez lui comme par hasard? C'est Farhat Abbas. Farhat Abbas rencontre le 7 novembre 1942 Robert Murphy et lui dit, j'espère et je souhaite que vous allez nous appliquer la charte de l'Atlantique, nous allons vous soutenir totalement. Et Murphy ne peut pas lui dire non, puisqu'il était totalement, il lui dit, vous allez avoir toute la masse des Algériens avec les Américains lors de leur débarquement. Et donc, il rédige le manifeste et celui qui rédige avec lui déjà à l'hôtel de la rue d'Isly, il croyait qu'il était toujours PPA alors qu'il était dans le Karnak, il s'appelait l'organisation Nedam. C'était Aslah Hussein. Il a participé avec lui à la rédaction du manifeste. Et ça, après qu'il l'ait remis, lorsque De Gaulle est venu en juillet 1943 avec 4 roues, ils ont chassé les pétainistes qui avaient soutenu Robert Murphy. Et donc, si vous voulez, la première des choses, ils ont rejeté le manifeste, alors que le premier, le gouverneur général précédent, je crois que s'appelait Père Soud, ancien ministre de l'Intérieur de Pétain, il était gouverneur de l'Algérie, lui avait accepté, il les a reçus, il a accepté de recevoir un exemplaire. De Gaulle et Quatreau n'ont pas cherché à comprendre, ils ont procédé à l'arrestation de Farhat Abbas et de Sayah, son compagnon, et ils les ont mis en tôle à Bili Abbas, dans le sud. Et donc, il y a eu cette première manifestation le jour de l'Aïd, dans les 3 mosquées d'Alger, Jama' Sidi Ramdan, Jama' Al-Kbir, Jama' Jdid, les militants ont pris la parole et ont dit à tout le monde, sortez manifester. Tout le monde est sorti manifester. Et il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations et tout ça. Et à la suite de ça, les Américains ont dit à De Gaulle, arrêtez de libérer ces gens-là. Nous, on est là pour le débarquement en Europe. Et on ne veut pas être embêté sur place par les manifestations des indépendantistes. Et donc, Farhat Abbas a été libéré en fin octobre, je crois, 1943. Donc, on arrive, si vous voulez, et le Carnat avait aussi lancé un journal, l'Action algérienne. Ce journal, pendant que Messali était en prison, auparavant aussi, il faut savoir qu'en 1942, le responsable qui était chargé du parti, le docteur Lamine Barine, était absent. Il ne s'occupait pas. Et le jour du procès de Messali, il était absent. Celui qui s'est occupé de la défense de Messali, alors qu'il ne s'entendait pas avec lui, mais c'est le nationalisme, c'est le patriotisme. Là, on met tout le reste de côté. Il est allé voir Ahmed Boumenjel, il lui a dit, tu assures la défense parce qu'ils n'ont pas de défenseur. Et Ahmed Boumenjel, militant et patriote, et il n'a pas touché un sou là aussi, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, il a assuré la défense en 1942 du procès de Messali et de ses compagnons. Et à ce moment-là, Mohamed Taleb, pour ne pas se montrer, parce qu'il était toujours dans la clandestinité, il ne fallait pas qu'on sache qui il est, qu'est-ce qu'il a. Il n'assistait pas au procès. Mais pendant toute la durée du procès, il déjeunait avec Ahmed Boumenjel pour coordonner la défense et s'informer comment. Mais malgré ça, les condamnations étaient hyper lourdes. Je crois que Messali a été condamné à 17 années de prison pour rien, il n'y avait rien. Aucune preuve, aucun élément à charge. Et malgré ça, donc, vous voyez, qu'est-ce que c'était. Donc, on s'est retrouvé, si vous voulez, on arrive donc en
il crée le journal L'Action algérienne avec l'aide, et dans un secret absolu, de, je crois, Saïd Ladjali. Saïd Ladjali était l'un des militants du Karna que Mohamed Taleb avait chargé d'infiltrer le Parti communiste algérien. Il était l'un des militants les plus actifs. Et c'est lui qui composait et tirait tout le travail d'imprimerie du journal L'Action algérienne. Ils avaient commencé à Fontaine-Fraîche, mais c'était trop dangereux, c'était trop visible. Ils ont trouvé une épicerie dans l'ancien quartier des Quatre Canons, en face de l'actuel ministère de l'Industrie de la Défense, un quartier qui a été restructuré face à. Et il y avait une vieille Française qui partait en retraite, elle leur a loué son épicerie fine avec une immense cave. C'est pour ça qu'ils ont loué cette épicerie fine. Elle avait une immense cave. Et, et, et donc, cette épicerie avait aussi l'avantage de vendre du vin et de la charcuterie. Et donc, c'était un endroit insoupçonnable pour l'impression d'un journal. Et c'est là-bas où se rendait Saïd Ladjali pour composer et tirer le journal, avec l'aide de Saïd Amrani et de Abdelrahman Taleb. Et le papier et l'intendance étaient fournis par Rachid Ouamara, qui avait des restaurants et qui avait une usine de bonbons. Donc, ils avaient et de célèbres plumes ont écrit écrivaient régulièrement. Hein. Mouloud Mamri écrivait dans l'Action algérienne. Mustafa Al-Sharaf écrivait dans l'Action algérienne. D'ailleurs, il le dit dans l'un de ses livres. L'un de ceux aussi qui participait énormément, c'était Ben Ali Boukort. Farhat Abbas a écrit. Celui qui écrivait aussi régulièrement, Qaddour Sator, Ahmed Boumenjel. Donc, et naturellement, les deux autres rédacteurs de ce journal, c'était Aslah Hussein et Mohamed Taleb. Voilà, donc ce journal était distribué. Ils n'ont jamais su qui l'imprimait, d'où il sortait. Ils ne savaient même pas si c'était le PPA, si c'était qui que ce soit. Il n'y avait pas de. Donc, ils avaient ce journal. Et le PPA était un peu délaissé par son responsable, docteur. Quand j'ai posé une fois la question à son vieil ami docteur Shawqi Mostfaï, et il me répond, il m'a dit qu'il avait des problèmes alimentaires. Il fallait qu'il fasse fonctionner son cabinet, qu'il fasse nourrir 5 familles avec son cabinet. Et donc, c'est pour ça qu'il était absent d'Alger, il était absent de. Et les militants, voyant les militants du Karna, qu'ils appelaient Nedam, à travers toute l'Algérie, hein, toute l'Algérie, c'était pas. Donc, pensez, et eux n'ont jamais parlé de leurs dissensions ou de leurs problèmes avec la direction du PPA. Et donc, les militants à travers le pays étaient convaincus que c'était le PPA. Et en fin 43, je crois, les choses sont rentrées dans l'ordre après que Ahmed Bouda ait vu Msali à Djenan Merzouk, je ne sais pas quoi, le Djenan Rzik, là où il était emprisonné. Et il a obtenu, si vous voulez, le retour de Mohamed Taleb et de ses compagnons au parti, parce que ça a revigoré le parti, ça a réélargi ses bases au niveau de l'intérieur du pays et aussi à Alger. Et ils ont regroupé, si vous voulez, les deux associations de jeunes. L'association des jeunes de Belcourt qui était dirigée par Mohamed Belouzdad et celle de la Casbah qui était dirigée par Saïd Amrani. Et ils ont mis Saïd Amrani président et adjoint Mohamed Belouzdad. Donc, il y avait donc le parti avait son organisation des jeunes, le PPA. En Très, très octobre. bien. C'est Amrani, Oui, justement, oui, on arrive justement à ce qui s'est joué après les Amis du Manifeste et des Libertés. oui, Donc, une organisation d'union des partis nationalistes avec la participation
quelque part des amis autour de Farhat Abbas, Oui, des élus, la oui, participation massive du PPA à partir de 1944, oui. la participation des oulémas. Alors, vous m'avez témoigné la dernière fois de comment s'est jouée l'organisation des manifestations qui ont eu lieu en mai 1945, sachant que Messaï J'en el-Hajj arrive a été justement. arrêté en avril, le 14 avril 1945, et que justement, on a reçu Si Kamel Ben Aïch qui expliquait comment à ce moment-là, euh, il y avait des craintes au sein des autorités françaises d'une forte revendication autour des AML. Alors, je vous en prie. Je n'ai pas connaissance de ça. Moi, j'ai connaissance d'autre chose. Je vous le dis, donc l'organisation du PPA après l'arrestation de Mohamed Taleb et de Ben Ali Boukourt, ils ont trouvé Oui, sur eux des faux papiers, des faux laissés-passer, des faux cachets, des fausses cartes d'identité et des textes qui devaient paraître sur l'action algérienne, rédigés de la main de Ben Ali Boukourt. C'est le seul qui a été condamné pour avoir participé au journal, mais il ne savait même pas où se trouvait le journal. Hein. Donc, euh, Mohamed Talib désigne le plus jeune, comme par hasard, pour le remplacer à la tête de l'organisation au sein du PPA. Il désigne Saïd Abalani. Arrive, si vous voulez, fin mars 45. Zhukov et l'armée rouge étaient aux portes de Berlin et le bruit était sorti comme quoi le Troisième Reich, l'armée rouge allait abattre le Troisième Reich le jour symbolique du 1er mai 45. Que font les nationalistes? Parce qu'à l'époque, Aslah Hussein était secrétaire général des AML. Chadli Mekki, membre de l'organisation et du Karna, était membre du bureau directeur. Et ils avaient réussi, en presque une année et demie, à noyauter toutes les cellules AML en Algérie. Sur les 560 000 militants des AML, le PPA en revendiquait 500 000. C'était eux la base, c'était eux qui étaient à la base des AML. Alors, il décide d'aller voir le consul général des États-Unis, fin mars, début avril 1945. Il lui pose la question, ils lui disent, voilà, la victoire est là, nous avons participé à la victoire, voilà le nombre de soldats algériens qui ont été mobilisés, voilà le nombre d'Algériens qui sont en train de mourir sur les champs de bataille de l'Europe. Et donc, il faut que vous nous appliquiez la charte de l'Atlantique, la promesse donnée par la charte de l'Atlantique, je crois, de juillet 1941, signée entre Roosevelt et Churchill, le Britannique, et qui prévoyait pour les peuples colonisés, s'ils participaient à la guerre et à la victoire contre le Troisième Reich, il leur serait accordé le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Ben, Robert Murphy ou le consul, je n'ai pas la précision, je ne peux pas la donner, il faut qu'on la vérifie, ou les historiens la vérifient, leur a dit, vous les indépendantistes, vous êtes minoritaires au sein des AML. Et donc, on ne va pas vous appliquer à l'Algérie la charte de l'Atlantique. Aslah Hussein lui répond, lui dit, mais je suis le secrétaire général des AML. Chadli al-Makki lui dit, je suis membre du comité directeur des AML. Comment vous dites qu'on est minoritaire? Et Aslah Hussein lui dit, je revendique 500 000 militants du PPA au sein des AML. J'ai essayé de retrouver les minutes de cette rencontre. Je n'ai pas encore réussi à l'obtenir. Hein. Mais je finirai par la retrouver dès que j'irai à Washington, voir dans les archives du département d'État. On m'a dit que là-bas, l'accès est possible. À l'ambassade d'Alger des États-Unis, j'ai demandé ça il y a une année. Ils ont fait des recherches, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas trouvé. Mais les minutes de cette réunion sont importantes parce qu'à la suite de cette réunion, l'organisation s'est réunie. Elle se réunit ici au 18 rue Sokhel et non pas au siège du PPA parce qu'il y avait les indicateurs. Ils avaient loué
n'avait pas loué. Moufdi Zakaria et Mohamed Daqi avaient un appartement au deuxième étage, un 2 pièces, cuisine et tout, et bien situé. Ils ont installé un atelier de tailleur là-bas pour avoir une couverture. Et en fait, ils avaient une immense chambre aveugle où se réunissait l'organisation. Et ils se réunissent là-bas, l'organisation, avec le reste des dirigeants du PPA. Et ils décident pour montrer aux Américains et aux Alliés qu'ils sont effectivement représentatifs des AML, d'organiser des manifestations à travers toute l'Algérie le 1er mai 1945. Ils ont décidé ça. Et mon oncle Saïd, qui présidait cette réunion, m'a dit les deux grandes difficultés qu'on a eues, le véritable problème plus important, ils étaient d'accord pour la manifestation. Mais défiler avec les drapeaux des Alliés, mais surtout insérer le drapeau français, ça a été dur à obtenir. Le deuxième problème qu'on avait, c'était avec quel drapeau manifester. Et chacun y allait de ça. Et donc, il m'a dit, donc, j'ai chargé Aslah Hussein d'aller voir Madame Sali, parce qu'Aslah Hussein était au sein du parti, l'homme qui s'occupait de Madame Sali pendant que son mari était à l'arrêté. Donc, il s'occupait du quotidien, de tous les besoins, loyer, les achats, tout ça. Donc, le parti prenait en charge totalement Madame Sali et ses enfants. Et elle habitait, je crois, à la Cité Biche. Il lui avait trouvé un appartement à la Cité Biche. C'est en marge de la Casbah, au-dessus du quartier de Soustara. C'est entre la Casbah et le quartier des Quatre Canons et le palais du gouvernement actuel. Donc, elle habitait là-bas, Cité Biche. Et quand quand Aslah Hussein est allé la voir, elle l'a mal reçu comme d'habitude. Et elle lui a dit, je ne vous donne pas le drapeau. Mais en fait, il s'est avéré par la suite qu'elle ne l'avait pas. Ce drapeau était un drapeau qu'elle avait cousu à Tlemcen et qu'elle avait planqué à la Zaouia de Sidi Boumediene. Parce que je crois savoir que le grand-père de Msali el-Hajj était le muqaddam de cette Zaouia. Et ce drapeau avait été ramené clandestinement en 1937 et lors du 14 juillet, du défilé du 14 juillet 1937 auquel a participé le PPA qui venait d'être créé, du champ de manœuvre à la Grande Poste, Madame Sali portait ce drapeau devant elle. Son mari était en prison à l'époque. Il était déjà arrêté, il était à la prison d'Al-Harrach. Et donc ce drapeau vert, il était à l'image de l'écusson de l'étoile nord-africaine. Au fait, c'était le drapeau de l'étoile nord-africaine, puis après, le PPA étant créé, et donc c'est avec ce drapeau vert, avec au milieu croissant et l'étoile en blanc. Et après la manifestation, ce drapeau a été emballé, discrètement renvoyé à Tlemcen, où il a été planqué à la Zaouia de Sidi Boumediene. Et donc, revenant bredouille au sein de l'organisation, ils ont tenu une réunion et ils ont désigné une commission pour proposer un drapeau pour manifester le 1er mai 1945 à travers tout le pays. Et donc, cette commission était composée de Chadli el-Mekki, d'Aslah Hussein et du docteur Shawqi Mustafai. Ils ont commencé par aller au musée français d'Espéré, Dar Sultan, où après l'occupation française, ils en ont fait un musée de la colonisation. D'ailleurs, c'est entre parenthèses, il y a plus de 460 ou 470 pièces qui, à l'indépendance, ont été emballées et emmenées au musée de Vincennes. Ils doivent être dans les coffres ou dans les caves du musée de Vincennes. Et donc, ils ont vu dans ce musée de la colonisation 3 drapeaux. Le drapeau de l'État algérien de 1830, qui avait été ramené le 5 juillet à 10h30 du matin et remplacé par le drapeau français, et les 2 étendards que l'armée française avait enlevés à l'émir Abdelkader lors de je ne sais quelle bataille, et donc ils ont observé ça. Et sur cette base, Shawqi Mustafai a préparé 2 modèles de drapeaux. Un modèle horizontal, vert, blanc et vert avec étoiles et croissant rouge au milieu, et un autre modèle, vert, blanc avec croissant et étoile rouge au milieu.
Et c'est ce modèle qui a été retenu. Donc, pour rester aussi dans l'histoire du drapeau, et ça, vous le retrouvez aussi, Gnanish en a parlé, je crois, dans sa biographie. Elle est en arabe, je l'ai lu totalement. Et j'ai entendu mes parents parlant de Gnanish. En 1934, il y avait une réunion des étudiants maghrébins, marocains, tunisiens et algériens à Tanger. Et avant de partir, il voit Msali, il lui dit, les autres vont amener leur drapeau, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, essaye de faire quelque chose. Et il a fait un drapeau lui aussi en 1934, hein, pour l'histoire du drapeau. Il avait une sœur qui était brodeuse et cette sœur lui a préparé un drapeau qui aurait été vert et totalement à gauche blanc et totalement à gauche et en haut, il y avait un croissant rouge. Il n'y avait pas d'étoile. Voilà à peu près ce drapeau qu'avait fait déjà Gnanish en 1934 et il est allé avec à cette conférence des étudiants nord-africains, lui qui représentait les étudiants algériens. Donc, je reviens donc à 1945, ce drapeau étant fait, mon oncle a pris le modèle dessiné par Shawqi Moussa, il a essayé de le donner à Abdelrahman Smaï, le tailleur à côté. Il n'a pas réussi à leur faire un drapeau. Il avait sa sœur, Beya Amrani, qui venait d'avoir un diplôme de couturière à l'école Pigier à Alger. L'école Pigier de Paris, avec l'occupation, avait ouvert une annexe à Alger, s'était déplacée à Alger. Donc, elle a eu son diplôme de couturière. Il amène le modèle, il passe toute une journée avec elle. Elle avait du crêpe satin parce que les couturières à l'époque, elles stockaient le tissu, les bons tissus et tout. Elle avait du crêpe satin vert, du crêpe satin blanc et du crêpe satin rouge. Et elle a fait un grand drapeau avec. Toute la journée en deux couches, c'est-à-dire deux couches de blanc, deux couches de vert et deux couches d'étoiles. Elle m'a dit l'étoile et le croissant, ça a été très pénible avec le compas sur le patron, comment le faire et après couper, recoudre, revoir. Et ça a pris toute la journée. Quand elle a terminé, elle avait du liseré en brodure d'or. Elle avait un rouleau. Elle lui a dit, est-ce que je peux le mettre? Son frère lui a dit, essaye. Et quand elle a mis ce liseré doré autour du drapeau, ils l'ont mis. Pareil que ma grand-mère s'est mise à pleurer. C'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce qu'on raconte dans ma famille. Elle était émerveillée par la qualité, la beauté du drapeau. Il l'a enroulé. Le soir même, réunion de l'organisation, il leur montre. Et ils ont décidé, OK, on va donner à tes sœurs, parce qu'il y avait la deuxième sœur qui était aussi couturière. Donc, ils sont allés acheter du tissu. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont trouvé du taffetas chez un stock, chez un marchand juif de la rue de la Lire. Et ils ont pris tout le stock et il leur a promis. Donc, ils ont ramené ça et les sœurs se sont mises à faire des drapeaux en taffetas vert, blanc et croissant. Elles avaient même fait un modèle, elles m'ont raconté, un modèle pour l'étoile, pour ne pas à chaque fois refaire avec le compas et tout ça. Donc, elles avaient fait un patron, comme elles disent ça, elles avaient refait un patron pour l'étoile et le croissant. Et mon oncle, surtout, il m'avait dit, il insistait pour que les deux branches de l'étoile soient au milieu du drapeau. Et donc, ils ont fait ces drapeaux qui ont été distribués. La manifestation de mai 45 a été décidée pour le 1er mai à travers tout le pays. Et tout le monde était informé, chacun les tâches étaient organisées. Et l'Est, les manifestations ont eu lieu partout. Mon oncle, les Mezrenna, le 30 avril au matin, le premier train sur Orange, je crois, de 4 heures ou de 5 heures du matin, ils l'ont pris. Mezrenna pour Belabbas, Tlemcen et Témouchent, c'est-à-dire la région extrême ouest. Mon oncle, il avait contact avec ses amis qu'il avait organisés, ceux du sud oranais, Frenda, Saïda, et jusqu'à la Zawiya à côté de Béchar, j'ai oublié son nom, et il avait aussi une cellule de syndicalistes à la mine de Khnetsa, la mine de charbon. Voilà, donc, si vous voulez, ils sont à Mohammedia, il s'est arrêté, il y avait les militants de Saïda qui l'attendaient, il leur a donné des tracts et un exemplaire du drapeau. Mais les pauvres ne sont arrivés que le 2 mai. Parce que vous voyez, les trains de Mohammedia jusqu'à Saïda, Saïda B'ida. Et donc,
le 2 mai, Saïda a manifesté. Comment ils ont manifesté à Saïda? C'était un jour de convocation de circonscription. Et il y avait des jeunes militants là-bas aussi dans ce groupe. Eh bien, ils ont animé ce groupe et ils ont lancé manifestation, ils ont sorti le drapeau, ils ont sorti aussi des drapeaux des Alliés. Ça, peu de gens le savent, les vieux de Saïda le savaient. Et à ce moment-là, il y a eu 3 morts, je crois, et une vingtaine d'arrestations à Saïda. Certains ont été condamnés à mort après cette manifestation. Il faut que les chercheurs, les historiens retrouvent ces données sur Saïda le 2 mai 1945. Oran, il avait à Mohammedia, c'était Boutlelis qui l'attendait. Et avec Boutlelis, ils sont allés avec une voiture, je ne sais pas comment, ils sont allés à Relizane, à La Passé, la ville de Zabana. Et de La Passé, ils sont rentrés à Oran, à Mostaganem. Et Mostaganem, ils sont rentrés où ils ont été au café Louis Ded, où ils ont passé la nuit là-bas avec Souyeh El-Hawari. Et le lendemain, Oran a manifesté. Et il y a eu, je crois, 2 ou 3 morts. Avec drapeaux, les drapeaux des Alliés. Et comme toujours, manifestation pacifique, exigeant le droit à l'autodétermination des Algériens à l'application de la charte de l'Atlantique. C'était ça les mots d'ordre de la manifestation. Et naturellement, il y avait toujours en parallèle le mot d'ordre de libérer Msali. Et ils ne savaient pas encore où était Msali qui venait d'être emporté. Il était, je crois, Ksarchillela, en résidence surveillée. Il avait été arrêté et enlevé. Mais ils ne savaient pas où il était encore. Ils n'avaient pas l'information. Le 1er mai en tout cas, ou le 30 avril, ils n'avaient pas l'information. Donc voilà comment les manifestations étaient organisées. C'était pour rappeler, demander aux Alliés leurs promesses, ceux de la charte de l'Atlantique. Malheureusement, à l'Est, il n'y a pas eu de manifestation. À Alger, il y a eu des morts, à Blida, il y a eu des morts, à Oran, des morts, à Saïda, des morts. Il y a eu des arrestations partout. Le seul endroit où ça a été pacifique, les autorités n'ont pas, c'était à Blagbass. Et pourtant, la manifestation était grandiose et avec les mots d'ordre et tout, et y compris le drapeau algérien. Ils n'ont rien eu à Blagbass. Mais l'Est, alors, ne voyons pas que ils ont décidé d'envoyer Chadli el-Maki, qui est de Tbessa, et il est parti par train sur l'Alma, sur Saint-Arnaud, pour voir docteur Lamine Debbarine, qu'est-ce qui se passe. Il ne le trouve pas. Il trouve le cabinet médical, le cabinet de médecin de Lamine Debbarine fermé. Et comme il avait des consignes, il est retourné vers Sétif, vers la ferme Ziaya. Et là, il a rencontré les militants du PPA à la ferme. Et il a tenu des réunions avec eux, il leur a expliqué les manifestations qui devaient avoir lieu et tout ça. Et il leur a dit, compte tenu des morts et des arrestations qu'il y a eu dans le reste du pays, sauf à l'Est où il n'y a pas eu de manif, l'Est va manifester le 8 mai, mais les autres régions ne vont pas manifester pour qu'il n'y ait pas de manifestations violentes, que les gens ne cherchent pas à se venger. Et c'est comme ça que les manifestations ont été organisées pour le 8 mai, le mot d'ordre est arrivé à la ferme Ziaya. De là-bas, il est allé à Constantine, où il a retrouvé les militants qui lui ont dit qu'ils s'occupaient de Batna et des Aurès. Des Aurès, c'est du sud, jusqu'à Biskra. Et il est allé à Azzaba, il a vu les militants. Arrivé à Annaba, il a dit aux militants du PPA qu'il a reçu, il leur a donné les instructions pour la manifestation du 8 mai. Il leur a dit, moi je suis poursuivi, je vais être arrêté par les gendarmes. Chadli el-Maki a été mis par les militants dans un cargo égyptien qui mouillait au port de Annaba et il est rentré à Alexandrie. Il a été condamné après à mort par contumace. Et le pauvre gars est rentré comme 1962. Et il en a vu des vertes et des pas mûres au Caire, hein, après 54, le pauvre. Mais c'était un brave type, c'était un grand militant. Hein. Et il était manchot, il était handicapé de la main gauche. Moi, je l'ai connu, ce militant. Hein. Et donc, si vous voulez, les gens de Annaba lui ont dit Galma, Sogaharast, Bessa, c'est nous qui nous en occupons. Ils se sont occupés. Ils ont transmis les consignes aux militants et les manifestations ont eu lieu dans ces villes, à Annaba,
Et comme vous le savez, la manifestation de mai, de Sétif et de Guelma particulièrement, ont très mal tourné. Guelma, Achiari, le sous-préfet, qui était commissaire de police à Alger et qui était l'agent secret, l'espion de Robert Murphy, le consul général des États-Unis à Alger, espion au sein des autorités françaises. Il lui rapportait tout ce qui se passait. Et donc, Achiari a organisé, comme les historiens l'ont mieux dit, si bien dit, moi je donne un témoignage, comment a été organisé, pourquoi l'Ouest et l'Est n'a pas manifesté le 1er et le 8. Et voilà à peu près, si vous voulez, comment cela s'est passé. Et par la suite, eux, les militants de l'organisation, ils se sont trouvés à 3 seulement. Tout le monde était arrêté. Mais eux, ils étaient clandestins, personne ne connaissait leur nom. Il y avait Saïd Amrani, il y avait Mohamed Ben Cherchali et Shouqi Moustfaï. Et de temps à autre, ils venaient les voir clandestinement, Ahmed Bouda, parce qu'il avait peur d'être suivi. Et ils étaient dans un appartement à Bab el-Oued qui appartiendrait, je crois, qui a été mis à leur disposition, soit par le frère de Mohamed Ben Cherchali, soit par un militant du PPA, Doumen, Abdelkader Doumen. Voilà, donc c'est un shahid qui est mort en 55 ou en 56. Et donc, ils étaient planqués là-bas et ils cherchaient l'information, qu'est-ce qui se passe et tout. Comment ça se passait? Ils étaient au courant des massacres qu'il y a eu lieu, qu'il y avait dans l'est du pays. Et à un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont décidé le 13 mai 1945 de demander à tous les groupes armés qu'ils avaient organisés, c'était pas une armée, mais c'était des groupuscules disséminés à travers le pays, de l'est à l'ouest, y compris dans le sud. Hein. Et donc, ils ont essayé de leur dire, voilà, le 23 mai, vous lancez une insurrection, vous attaquez les casernes, ceci, pour que l'armée française, l'armée coloniale qui est en train de tuer les gens à l'est, on dessert les treintes et ils vont sur les Sétifiens, sur les Constantinois, les Guennois, les gens de l'Est. Et donc, ils ont essayé de lancer ça. Et à un moment, un étudiant qui était à la Médersa d'Alger, que mon oncle avait recruté dans le groupe des jeunes de la Casbah, et qui était à la Médersa et qui travaillait comme interprète au gouvernement général. Il vient dans notre maison au boulevard de Verdun, aux HBM, il voit ma grand-mère, il lui dit, dites à votre fils que j'ai eu à traduire des documents et ils sont au courant qu'il lance quelque chose le 23 mai. L'information, ma grand-mère touche son fils, je ne sais pas comment, il était dans le secret et tout, dans la clandestinité et tout, et donc, ils apprennent que les autorités coloniales étaient au courant du lancement de l'insurrection, alors qu'ils avaient lancé l'ordre pour essayer de desserrer les trains sur les gens de l'Est. Et ils ont essayé, plus que les informations qui venaient vers le 16 ou le 17 ou le 18 mai, comme quoi ça s'est un peu ralenti, le massacre s'est ralenti et tout. Et donc, ils se sont dit, on ne va pas sacrifier le peu de groupes que nous avons. Et ils ont essayé de lancer le contre-ordre. Le contre-ordre est arrivé à l'ouest parce qu'il y avait Souyah el-Hawari et Bouteflika. Au sud, à Médéa, il est arrivé, mais à Saïda, il n'est pas arrivé. À Délis, il n'est pas arrivé. À Tigzirt, il n'est pas arrivé. À Bjaya, il n'est pas arrivé. Donc, Tizi Ouzou a reçu l'information. À Tizi Ouzou, il m'a dit, voilà, il se souvenait du numéro. Le numéro de l'huilerie des Bouabid. C'était le 22, comme le flic. Le 22 à Tizi Ouzou, on a pu toucher Mouhouj Bouabid qui a transmis l'information. Mais ailleurs, donc, et le 23 mai, les gens sont allés attaquer les brigades de gendarmerie, à brûler ceci, attaquer des caïds et tout ça. Et donc, il y a eu cet ordre et ce contre-ordre dans le désordre.
Ça, c'est la réalité. C'est ce qui leur sera reproché, leur amateurisme et tout, alors que eux, ils étaient de bonne foi. Il fallait faire quelque chose face au massacre. Voilà à peu près, si vous voulez, les informations qu'on a eues. Le 15 mai, Ladjali, le pauvre, a été abattu par trois policiers français. Il montait vers l'imprimerie, vers le café, vers le soir, vers l'épicerie, au quatre canons, là en haut, et il a vu qu'il était poursuivi. Et donc, pour ne pas leur montrer l'endroit où ils imprimaient l'action algérienne, il a continué à monter vers les Tagarins, en traversant par le fort l'Empereur. Et à un moment, il y avait une piste. Il a essayé de se glisser pour descendre dans un talus et ils l'ont tué sur ce talus. Il était seul. D'autres ont raconté qu'ils étaient avec lui. Il était totalement seul, le pauvre. Il a été abattu. Parce que s'il y avait quelqu'un d'autre, il aurait été aussi abattu avec lui. Hein. Et le pauvre gars a été abattu. Et là aussi, il faut raconter la chose. Le jour de l'enterrement, le Parti communiste a fait un grand tintamarre avec sa presse et tout, l'assassinat d'un militant du parti. Le jour de l'enterrement, mon oncle Saïd Amrani a assisté à l'enterrement, au Qatar, et la veille du troisième jour, il est allé chez eux. Ils habitaient au bâtiment C. Nous, on habitait au bâtiment A du boulevard de Verdun, des HBM du boulevard de Verdun. Eux, ils habitaient au bâtiment C du boulevard de Verdun. Il est allé voir la veille du troisième jour. Il a demandé à ses frères, est-ce que je peux discuter avec vous dans une chambre à part? Ben, ils ont pris une chambre de leur appartement, c'était un 3 pièces. Et il leur a expliqué que leur frère n'était pas communiste, que c'était un militant nationaliste du PPA et qu'il était infiltré et qu'il a été tué parce qu'il travaillait pour le PPA et pour le journal L'Action algérienne. Les frères étaient étonnés. Donc, il leur a bien montré que c'était un militant du PPA qui avait été tué parce qu'il allait vers le journal et qu'il a évité de leur montrer. Voilà, ça, là aussi, ces choses-là ne se savent pas trop. Hein. Vous voyez, donc cette période de mai 45 a été après. Après ça, pour vous dire, lorsque les choses sont rentrées dans l'ordre, la mine de Berlin a été passée en conseil de discipline par le PPA. Et il a reçu une condamnation disciplinaire et il s'est mis à ce moment-là à vociférer contre l'ordre, le contre-ordre des plébéiens de la Casbah, que c'était des amateurs. Et s'ils pensaient qu'avec quelques petits groupes armés en Kabylie, à l'ouest, dans l'Ouarsenis, à Média, ou dans le sud, ou dans les Aurès, qu'ils allaient pouvoir un peu détourner l'attention de l'armée française. Il les a traités d'amateurs. Voilà. Et en 1946, je crois, il y avait un congrès du PPA où ça se disputait, comme toujours, parce qu'il y avait les pour et les contre de l'insurrection. C'était le principal problème qui divisait les militants. Hein. Et là, Msali a dit, bon, je charge Lamine Barine de désigner les membres du comité directeur. Et ce jour-là, tous les membres du conseil de discipline devant lequel il était passé, il les a écartés de la direction du parti. 2 mois après, Msali appelle mon oncle, il lui dit, tu reprends l'organisation, je n'ai personne, c'est toi qui connais tous les militants. Voilà à peu près pour l'histoire, si vous voulez, comment ça s'est passé. Il y a encore autre chose, mais comme dirait Churchill, ceci est une autre histoire. Alors, on aura l'occasion, c'est Amrani, de parler de la suite du congrès de Zeddine. Peut-être, c'est voilà, peut-être une bribe d'information que vous m'aviez justement lors d'un entretien témoigné, c'est que c'est votre oncle qui, dans un déplacement pour pouvoir recruter les éléments de l'os, avait justement eu la présentation de Ben Bella. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, ça c'est Ben Bella, c'était à l'ouest. Mon oncle, initialement, avant d'être chef de l'organisation pour succéder à Mohamed Taleb en novembre 1944, il était responsable de l'organisation à l'ouest, de Saïda jusqu'à la Zawiya de Sidi Bouziane, à côté de Béchar. Donc, il avait des militants, Frenda, Tiaret, Mostaganem, Ghalizan, toutes ces régions-là.
En 45, quand il a repris l'organisation, en 46, début 46, quand il a repris l'organisation, comme Sali lui a dit, tu reprends parce que ça ne marche pas, il part à l'ouest parce que lui, Aslah Hussein et Mohamed Belouzdad, et Shawqi Mustafa et Mohamed Taleb, c'était des gars qui ne croyaient pas. Ils étaient convaincus que le colonialisme est rentré par la violence et par les armes et qu'il ne sortirait que par une insurrection armée qui allait être dure, pénible, qui allait durer 14 ans, 13 ans. Ils ne pensaient même pas qu'eux, ils me l'ont dit, ils ne pensaient même pas qu'eux verraient le jour de l'indépendance. Ils pensaient qu'ils allaient mourir bien avant, puisque ça allait durer, pour eux, l'insurrection allait durer 13 à 14 années minimum. Et donc, il fallait s'organiser et tout. Et donc, eux, ils voulaient lancer, si vous voulez, vu les expériences qu'ils avaient eues de 40 à 45 avec ces groupes armés, ils avaient des armes, ils avaient réuni des armes. Hein. Les armes existaient encore en Kabylie, à l'ouest, et dans les Aurès, et à Annaba et à Azaba. Et aussi du côté de, pas de Kolo, du côté d'El-Milia. Donc, ils avaient des choses. Hein. Et donc, ils cherchaient, lui, un responsable. Eux, ils avaient déjà discuté et décidé de l'organisation secrète. Donc, l'organisation spéciale. Donc, ils avaient décidé de ça. Et donc, il leur fallait des responsables régionaux. Il arrive à Marnia, il va voir le militant avec qui il travaillait, responsable du PPA là-bas, c'était Hussein Boujeltia. Et il lui dit, voilà ce que je cherche. Il lui a dit, j'ai ton homme. Il dit, quand est-ce qu'on peut le rencontrer? Ce soir, je l'amène à la maison, c'est mon cousin. Et le soir, à 10h, chez Hussein Boujeltia, il rencontre Ben Bella, qui était un élu indépendant. Il n'était pas au PPA. Hein. Et donc, il discute avec lui. Il me dit, je découvre un homme brillant, contrairement à ce que certains disent, intelligent, mais d'une puissance, d'une énergie extraordinaire. Et surtout, il était un homme, un militaire hyper formé. Il avait fait la bataille de Casino, il avait fait toute la campagne militaire. Et donc, c'était l'homme idoine, déjà politiquement formé, il avait le brevet. Il m'a dit, il était intelligent. Les gens qui te disent Ben Bella n'était pas, il était intelligent. Voilà à peu près comment c'était. Vous voyez, donc, et c'est comme ça qu'il avait son homme et qu'il a recruté Ben Bella au PPA et qu'ils ont trouvé le responsable de l'organisation spéciale à l'ouest du pays. Voilà donc le recrutement de Ben Bella. Et malheureusement, en 50, quand Ben Bella a été arrêté, pendant, je crois, 15 jours ou 3 semaines, c'est Saïd Amarani qui a assuré la dernière intérim de l'os. Après Belouzdad, après Aït Ahmed, après Ben Bella. Donc, et ça, c'est pas moi qui le dis, mon oncle ne m'en a jamais parlé. C'était un homme du secret pour lui tirer quelque chose. C'est des gens extraordinaires, cette génération. Et donc, c'est son avocat et ami d'enfance, Maître Bentoumé, qui me l'a dit. Et il l'a écrit dans son livre. Ben Bella a été arrêté, il leur a dit, c'est Saïd Amarani. Lui, quand il l'arrête, il l'emmène au sous-sol du commissariat central, il le massacre. Ils ont commencé par lui donner une table dans une chambre avec du papier blanc, un encrier, un porte-plume. Il lui disait, écrivez ce que vous connaissez, ce que vous savez. Voilà, vous avez une feuille blanche, des feuilles en avant. Il n'a rempli aucune feuille. Et ils sont venus, ils l'ont massacré. Après ça, ils l'ont emmené à la villa de la DST à Bouzarea. C'était la même chose. Massacre et tout. Il y avait les commissaires Kos, Forcioli. Et comme ils n'ont rien obtenu, ils l'ont emmené à la ferme de la DST entre les Isères et Ménerville. Il m'a dit, là, je savais, puisque dans les séances torture à Alger, ils n'ont rien obtenu. Là, ils vont me massacrer, mais ils vont me tuer. Il n'y a aucune chance là, dans la ferme. Là, je suis isolé, rien de. Et donc, lui, il était chef de l'organisation. S'il parlait, le MTLD, tout le MTLD était à ce moment-là accusé ouvertement d'avoir
lancer et préparer l'insurrection à travers l'os. Et donc, Messali, tout le parti, tout le monde aurait été arrêté, massacré, et le parti détruit, non seulement. Et lui m'a dit, je savais qu'il fallait tenir et donc ne rien dire, mais comme j'ai vu au cours de mes interrogatoires qu'il ne connaissait pas 5% de nos secrets, je me suis dit, je meurs, l'organisation, le parti et l'os va continuer. Il était convaincu. Ils lui ont brisé les tympans. Il est devenu sourd par la suite. Ils lui ont cassé le coccyx. Il a fait plusieurs opérations après l'indépendance sur l'anus, le coccyx et tout ça. Ils lui ont brisé les reins, les côtes. À chaque fois qu'il marchait, dès qu'il faisait froid, les côtes qui n'avaient pas été réparées, pas complètement repris leur place, parce que plusieurs côtes étaient. Donc, et il l'avait pendu par les pieds. Il avait, comment on appelle ça, au niveau du cou, de l'arthrose, due à cette pendaison par les pieds. Non, ils l'ont massacré et il disait, et un jour, mon père, le matin, il partait de janvier au février 1951. Il partait au travail, il passait par le bar de la Rome Valley et il y a un gardien qui jouait à l'USMA, de Bah, et gardien de prison à Serkadji. Il l'appelle, il s'est dit, comment ce gars-là, même de bon matin, il ne veut pas quitter le bar, il se met à boire de bon matin. Il ne voulait pas lui répondre. Et de Bah, à court, voit mon père, il lui dit, Saïd, ton frère est vivant, on nous l'a ramené hier à Serkadji. Dit au Khawa, dit à Nedam qu'il n'a pas parlé. Saïd n'a pas parlé, mais il est très mal en emploi, il est malade, il est jeté dans une cellule, il ne peut même pas bouger. Et mon oncle est remonté vers le café de la Médersa où il sait que Mohamed Talib, à 8h moins quart, il prend son café et lit son journal. Il va et lui dit à Mohamed Talib, voilà ce qui se passe. Saïd est à Serkadji, mais il n'a pas parlé. Il paraît que Mohamed Talib, un homme très réservé, un homme calme et tout, il s'est levé sur la chaise du café. Devant tout le monde, il s'est mis à crier. Saïd n'a pas parlé. Saïd, je vous ai dit qu'il ne parlera pas. C'était en janvier, je crois, ou février 1951, au café de la Médersa. Et vous voyez comment le parti a été sauvé, l'organisation a été sauvée par un homme qui était... Et la veille de son procès, de son instruction, Ammar Bentoumi va le voir à la Serkadji, lui dit, bon, demain, voilà comment on organisait ta défense. Alors il lui dit, est-ce que demain, je vais reconnaître que je m'appelle Saïd Amrani? Lui dit, pourquoi? Il dit, j'ai pas reconnu. Comment? 42 jours de torture? Il a dit, j'ai pas reconnu. Ils ne savent pas que je m'appelle Saïd, j'ai pas reconnu. J'ai rien signé, j'ai pas reconnu. Il lui a dit, demain, devant le juge, tu es obligé, sinon tu ne pourras pas être jugé, tu ne pourras pas être libéré. Parce que ton dossier est vide. Et c'est comme ça qu'il est passé. Et je m'arrête là parce que il y a des choses encore assez. Merci beaucoup, c'est Amrani, pour ce Voilà. témoignage extrêmement précieux sur des hommes d'une qualité, d'une génération exceptionnelle qui a mené à bras-le-corps justement cette revendication des Algériens et cette envie et ce combat pour l'indépendance. Merci beaucoup, c'est Amrani, pour ce témoignage. Je vais vous ajouter ça justement, vous me rappelez quelque chose. J'étais responsable de la sidérurgie, de la métallurgie et des mines. Je négociais avec les soviétiques, j'allais souvent de 72 jusqu'en les années 90, jusqu'à la chute du mur. Et en 82 ou 83, je suis à Moscou et Abdelmajid Allaho était ambassadeur d'Algérie à Moscou. Me connaissant ma famille, et j'étais le chef de délégation, discrètement, il me dit, on déjeune ensemble aujourd'hui à la résidence. Il m'emmène, et on refait le monde. On parle de l'Hajjar, on parle de beaucoup de choses. Puis, c'était lui aussi, il ne parlait pas beaucoup, hein. Il voulait m'écouter. Hein. Et à un moment, il me dit, à l'enterrement, je ne sais pas qui, il est à l'Alia, il y avait tous ces groupes, Sahab deuxième, ces gens du PPA, des gens qui ont préparé, organisé les manifestations, qui ont préparé la révolution et tout et tout. Vous voyez? Et donc,
il m'a dit, Boumdine, me dit, regarde ce groupe-là. قال له قرون وقرون الجزائر ما تجيبش جيل كيما هذا des siècles et des siècles l'Algérie ne ramènera pas une génération comme celle-là. Ça, c'est le témoignage que m'avait donné Allahum à Moscou en février. Ah, il faisait beau, non? C'était en juin ou mai 82. Voilà. Donc, c'était ça, il était ambassadeur. Et il y avait plein de choses. Hein. Merci. J'ai une anecdote aussi. Là, si tu me donnes 2 minutes. Mon oncle, je le vois, j'allais le voir 2 fois par semaine. Hein. Il entendait mal et tout, très fatigué, diabète et tout. Et il y avait le procès de Maurice Papon à Bordeaux. Il jubilait. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'a dit, ce salopard, au moins, ils ont pu l'amener en... Il me raconte qu'en 1956, il était arrêté, il était au camp du George, près de Msila. C'était un camp de toile dans le sable. Hein. Il m'a dit, l'Agrab, 5-6 cm de long. Il le sort du camp et dans une délégation avec motard, jeep, il l'amène à la sous-préfecture de Sétif. Et qui il est reçu par qui? Par le préfet de Constantine, Maurice Papon. Maurice Papon lui dit, voilà, on a intercepté du courrier, le voilà, qui vous était destiné. Finalement, vous êtes le chef politique de tous les dirigeants des Felagas de l'Est du pays. Mon oncle lui dit, je suis rien, moi je suis militant du FLN, c'est pour ça que j'ai été arrêté, et ça fait presque 1 an que je suis au camp de Djorf, et je suis ni jugé, ni rien, et j'ai même pas droit à un avocat. Il lui dit, non, M. Amrani, on vous connaît, on a tous vos fiches, tous vos... Mais voilà, on a intercepté ce courrier, et voilà ce qui se passe. Il lui a dit, Monsieur Amrani, je vous installe à la préfecture de Constantine, vous y vivrez là-bas, je vous donne les sauf-conduits, vous allez voir les dirigeants de la rébellion dans le nord constantinois et dans les Aurès, et vous allez demander qu'est-ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils souhaitent, toutes leurs exigences, je les satisferai. Il a dit, je ne suis rien, et je n'ai rien à voir avec eux, et je ne suis pour rien dans tout ça, et pourquoi voulez-vous que moi qui ne suis rien, je vais être écouté par ces gens-là, et je n'ai aucune correspondance avec eux. Il a dit, il lui a sorti à ce moment-là le courrier. Alors non, il a refusé. Ils avaient mis, je crois, 2 heures pour le ramener du camp du George vers la sous-préfecture de Sétif. Le retour, il a mis 10 jours. Dans chaque poste militaire, il était jeté, il était massacré. Quand il est arrivé au camp du George, les militants, les autres prisonniers, leur ration de lait, il l'a gardé pour lui. Ils avaient, je ne sais pas, un demi-verre de lait par jour pour le nourrir à la cuillère avec le lait pour essayer les dents cassées, les reins, les trucs brisés. C'est pour ça que, et de là-bas, dès qu'il a repris le truc au bout d'1 mois ou d'1 mois et demi, il s'est relevé un peu, ils l'ont transféré au camp de Bossuet dans le sud d'Oranie, là où il est resté. Mais pour vous dire qu'il était heureux de voir que Papon payait, Maurice Papon, qui était préfet de Constantine en décembre ou novembre 1956. Je laisse ça aux historiens qui peuvent un jour peut-être retrouver les traces du passage de Maurice Papon à la sous-préfecture de Sétif en novembre-décembre 1956. Voilà, je vous remercie de m'avoir permis de faire ces Merci beaucoup. témoignages. Merci à vous, c'est Amrani, pour ce témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir quand vous serez de passage à Paris pour pouvoir aussi parler de ce qu'a été la construction de la Révolution à partir de 52 et pendant cette période-là, puisque vous avez des témoignages de première, je dirais, valeur sur les hommes qui ont fait cette révolution. Merci beaucoup, c'est Amrani. Moi Et aussi, je vous à remercie très, d'avoir très permis bientôt de témoigner à sur Parole aux ces historiens. hommes que les gens ont oubliés, vous savez, hein, mon père, il
Il a fait des tas de choses, il a échappé. J'ai même découvert comment un jour il devait être assassiné par un ordre venu du gouvernement français. Comment il a pu échapper à ça Allô? et par un hasard de l'histoire. Et à l'indépendance, il n'a jamais demandé ni un logement, ni une pension, ni une voiture, un خليه taxi, معليش ni خليه. un C'est le ceci, un bordel, je fonds de sais pas ce qui commerce. se Il me passe. disait, Moi, j'entends أنت جرش بالتورا. j'entends rien. C'était des militants purs et durs. Vous voyez ce que c'était cette génération? Ça, c'est. Voilà à peu près moi, c'est en hommage à cette génération qui m'a éduqué, qui m'a permis de. J'ai vécu la guerre, j'ai vécu la guerre, j'ai vécu le 1er novembre, on l'a vécu à côté de la radio, autour de la radio. Hein. Vous voyez à peu près, on a vécu ça jusqu'à la fin juin avec la bataille contre l'OAS. Il ne faut pas croire que c'était simple. Hein. Absolument. J'ai vu des Absolument. gens mourir devant moi, j'ai vu des gens torturés devant moi. J'ai fait un témoignage, je suis en train de le compléter, avec un cinéaste français qui est venu à Alger. Il a enregistré 45 minutes de vidéo. J'ai ce CD, mais je vais le compléter en le transformant en livre et en complétant beaucoup de choses. C'est pour laisser ça, je n'aspire à rien. J'ai 77 ans. L'indépendance m'a permis de travailler pour mon pays, de faire des choses inimaginables, extraordinaires pour la construction du pays. Et grâce à cette éducation. Vous voyez ce que c'est? Alhamdoulilah, alhamdoulilah, on a pu vivre. Et on continue de témoigner et de nous battre aussi sur le plan politique, sur le plan des idées, sur le plan des libertés. Hein. Absolument. Moi, je ne veux pas mourir idiot. Comprenez? Absolument. Absolument. Et c'est Amrani, vous avez Voilà. dit quelque chose de très important quand on en a un peu discuté. Votre oncle, Allah yarhamou, shahid et ancien moudjahed, n'avait jamais demandé sa carte communale. Ah, jamais. Et oui, il signait que pour ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont agi. Le groupe armé qu'il avait monté à Alger, il n'a signé que pour eux. Et pour ceux qui les logeaient et tout, mais les autres, ouelou. Il était comme ça, pur et dur. C'est ça l'éducation qu'on a reçue, alhamdoulilah, et Dieu merci qu'on a eu ça. Voilà, je vous remercie encore une fois, Merci beaucoup. et je remercie tous ceux qui nous écoutent et qui prennent connaissance. Et je demande à nos historiens, ce que j'ai dit, moi, ce sont des témoignages. Je ne dispose pas de la science infuse ou des techniques de l'histoire ou quoi. Ces témoignages, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai rien modifié, je n'ai rien ajouté, je n'ai aucun intérêt et surtout, par respect pour ces hommes-là et ces femmes, je n'ai pas le droit de ne rien dire, mais je n'ai pas le droit de raconter des balivernes. Donc, aux historiens, à travers ces témoignages, de retrouver les éléments et de constituer l'histoire pour nos jeunes. Parce que nos jeunes, ils croient que l'indépendance, ils oublient qu'il y avait 90% d'analphabètes et un gosse sur 10 avait une place à l'école à l'indépendance. Voilà. Absolument. Merci. Absolument. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. À très bientôt. Ma Merci. salama. Bientôt. Salama. Au revoir. Salama. Au revoir. Au revoir.